Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour. Bienvenue dans cette autre émission de Interrogeons-nous. Et ce matin, nous voulons nous interroger, comme à l'accoutumée, sur les valeurs fondamentales du sport. Bonjour, Dr Claude Bekombo. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Je vous en prie. Vous qui êtes spécialiste du sport, ce matin, nous voulons réfléchir avec vous sur les valeurs fondamentales du sport. Et comme il est de coutumer, et comme nous le souhaitons pour tous les concepts que nous ménageons, nous allons commencer par comprendre ce qui peut être considéré comme une valeur fondamentale liée au sport. Je vous en prie. Alors, merci pour la question. Les valeurs entrent dans le cadre de ce qu'on peut considérer comme des notions qui sont reliées à l'éthique en général, l'éthique comportementale, l'éthique philosophique. On peut bien entendu élaborer pendant un long moment sur ce qu'on considère comme les valeurs. Mais les valeurs, c'est un ensemble de principes, préceptes qui permettent à une activité de prendre des chemins qui valorisent l'activité, même si c'est une tautologie, mais c'est effectivement cela, qui permettent à l'activité de s'orienter, de se manager de manière positive. Donc le discours sur les valeurs, c'est un discours qui a lieu dans la philosophie, que toutes les autres activités reprennent à leur compte. Donc le sport, étant une activité humaine, ne déroge pas à cela, à la règle d'avoir un discours sur les valeurs. Un discours, nécessairement toute activité humaine, toute pensée humaine n'est pas dénuée de ce saupoudrage du discours sur les valeurs en termes de positivité, en termes d'orientation, en termes de sens aussi, d'orientation de l'activité humaine. Donc la valeur, le discours sur les valeurs met dans le sport dans un questionnement qui amène le sport à se poser des questions fondamentales sur la téléologie de cette activité-là. Quelle est la téléologie de cette activité? Donc le sport est aussi irradié par un discours sur les valeurs, par les valeurs que le sport promeut. Et ça, c'est dès l'Antiquité, dès la Grèce antique. Effectivement, il y a une recherche de la pratique sportive, parce que le sport, pendant la Grèce antique, se situe particulièrement au niveau de la pratique. Et dans cette pratique sportive-là, nous avons des coutumes comme les Kesheresha qui permettent, pendant la période de guerre ou pendant les périodes de crise, d'utiliser le sport pour faire en sorte que la crise s'arrête. Donc même s'il y a deux peuplades qui guerroient pendant la période grecque, quand il y a les jeux, on décrète l'Ekesheresha, c'est-à-dire qu'une période où on arrête les combats pour effectivement faire le sport. Donc c'est aussi une des valeurs fondatrices du sport, c'est-à-dire que le sport est lié nécessairement à la joie, le sport est lié à transmettre un certain nombre de comportements sociaux, dont un message de paix, un message d'intégration, dès le départ, dès la Grèce antique avec les Kesheresha. Et ensuite, au-delà donc de cette valeur de coopération entre les différents peuples qu'on puise dans le sport grec, il y a aussi que le sport se concentre sur l'homme. Faire en sorte que l'homme s'accomplisse en tant qu'être humain dans sa plénitude. Dans sa plénitude, le sport donc, et c'est aussi dans le mythe d'Apollon. Le mythe d'Apollon, c'est toujours l'Antiquité grecque qui nous donne cette tendance des valeurs du sport, c'est-à-dire que le sport permet à l'homme de pouvoir atteindre le bien-être. Donc, cette fameuse érythmie-là de la Grèce, effectivement, donc le sport permet à l'homme, au corps de l'homme, de pouvoir atteindre des facultés de développement qui permettent à l'homme d'acquérir le bien-être.
dans le bien-être psychologique, psychosomatique et toutes les dénivellations de bien-être qu'on peut imaginer, donc permettent à l'homme de pouvoir s'accomplir pleinement en tant qu'un humain, en tant que membre d'une communauté. De Donc, retrouver son équilibre. retrouver son équilibre. Donc c'est aussi une des valeurs du sport. Il y a donc eu des dénivellations en termes de préceptes. Donc cette dimension-là de faire en sorte que le sport soit constitue la quête du bien-être, donne le bien-être à l'homme, est donc encadré par la formule mens sano, in corpore sana, c'est-à-dire qu'un corps sain dans un esprit sain. Donc voilà l'objectif du sport que le baron Pierre de Coubertin, père des valeurs olympiques, a transformé en un corps ardent, dans un esprit ardent, pardon, dans un corps musclé. Donc ça permet donc de partir de la période grecque pour voir que nécessairement les valeurs du sport sont liées au développement psychologique de l'homme, à l'amélioration des performances du corps de l'homme, à l'adéquation entre le corps et le bien-être psychique de l'homme. Et voilà, ça permet ces valeurs-là qui sont les valeurs fondatrices du sport que l'olympisme avec Pierre de Coubertin a repris et transformé aujourd'hui en ajoutant les valeurs olympiques qu'on connaît aujourd'hui, qui sont participer, compétir, voilà, l'équité, le respect de l'autre. Nous allons y revenir. Donc voilà, c'est les valeurs modernes, mais il y a des valeurs, il fallait partir de la tradition, de l'histoire grecque pour expliquer pourquoi nous avons les valeurs modernes du sport aujourd'hui. Merci, Dr Claude Bekombo. Outre l'historique de la question par laquelle nous venons de passer, par vos explications, il nous reste, nous allons discuter des valeurs internes au sport et des valeurs véhiculées par le sport. C'est-à-dire que nous allons dans cette deuxième partie voir comment le sport agit sur la communauté, sur une communauté particulière ou bien alors sur la communauté universelle en général. Si ça vous convient, comme démarche, on y va. Tout à fait, ça me convient. Commençons par les valeurs internes au sport. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne les valeurs internes du sport, ce sont des valeurs qui ont été dégagées par la communauté sportive à l'intérieur de la communauté sportive. L'objectif de ces valeurs-là, c'est de permettre la cohérence et la bonne marche à l'intérieur de cette communauté sportive. Oui. La cohérence et la bonne marche sur les différentes strates de fonctionnement de cette activité. C'est-à-dire d'abord l'activité sportive en elle-même. Il y a donc des valeurs qui sont liées à la pratique de l'activité sportive en elle-même. Il y a des valeurs qui sont liées à l'administration de ce sport-là. Et il y a les valeurs qui sont liées aux relations entre les acteurs dans ce sport. En ce qui concerne la pratique sportive en elle-même, les valeurs, on va s'arrêter aux valeurs modernes, puisqu'on a déjà élagué les valeurs historiques. L'histoire de la question. Voilà, donc en ce qui concerne la pratique sportive, les valeurs comme le fair play, ça c'est l'une des premières valeurs, encadrent la compétitivité moderne. Donc le fair play, le fait de respecter le jeu et respecter son adversaire en toutes circonstances, respecter le jeu, respecter son adversaire en toutes circonstances, permet de camper la pratique sportive dans la valeur fondamentale qu'est le fair play. C'est-à-dire, respecter le jeu, ça veut dire respecter toutes les règles du jeu et ne pas créer de distorsions de toute nature vis-à-vis des règles du jeu. Donc, on élague les règles comme se doper, les règles comme ne pas respecter les gestes dans les sports de combat, ou alors faire un geste de trop, ou alors faire un geste interdit pour pouvoir gagner. Donc ça suppose le fair play dans la pratique. Nous sommes dans la pratique de l'activité sportive et c'est la valeur fondamentale de la pratique, c'est le fair play. La première des valeurs fondamentales qui règle la compétitivité et qui règle le comportement. Le fair play travaille au niveau de la compétitivité de l'athlète et de son comportement vis-à-vis non seulement du jeu et des règles du jeu. Donc, dans les règles du jeu, la pratique sportive est codifiée. Donc, le sportif, en pratiquant
en pratiquant, doit respecter cette codification, peu importe le sport, et doit donc accepter de gagner ou de perdre, oui, et accepter en même temps les risques liés à la pratique de ce sport-là. Et surtout ne pas oublier qu'on est quand même dans une relation entre humains. Tout à fait. Et qu'on se doit un devoir de solidarité malgré qu'on soit dans une espèce de défi. Tout à fait, tout à fait. Le fair play, c'est la pratique fondamentale parce que le fair play permet aux sportifs de pouvoir se sublimer. Et le sportif, que ce soit dans les sports individuels ou dans les sports collectifs, est à la quête du dépassement de soi d'abord, avant le dépassement de l'autre. Donc, il n'y a pas d'adversaire en termes de sport, mais il y a des partenaires qui vous permettent un certain dépassement. Donc, les grandes rivalités entretenues sont plus entretenues par le monde extra-sportif, c'est-à-dire que le monde communicationnel qui a besoin nécessairement de vendre une affiche de l'un contre l'autre et de monter un certain nombre de rivalités pour faire en sorte que voilà, cela vende, entre guillemets. Mais à l'intérieur, vous allez toujours vous rendre compte qu'au-delà que l'agressivité excessive a toujours été sanctionnée par les arbitres de la pratique sportive. Donc, à l'intérieur de la pratique sportive, même quand il y a cet environnement conflictuel, construit autour de la communauté sportive et de la pratique sportive particulièrement, il y a l'autorégulation qui permet de maintenir les acteurs dans le respect du fair play. Dans le respect du fair play. Alors, ce fair play a des dénivellations, comme je disais tout à l'heure, pour permettre le respect du jeu et le respect des règles du jeu. Dans ce qui concerne les règles du jeu, c'est toutes les règles dont nous venons de parler, toutes les règles qui permettent la pratique en termes de gestes, d'attitudes, permises ou pas, soutenues par le principe d'acceptation des risques. Et il y a le respect du jeu en lui-même. Le jeu, c'est-à-dire l'adversaire, le respect de l'adversaire, le respect de ses coéquipiers, quand on est dans un sport collectif, ou le respect des auxiliaires du sport, donc le respect de son coach, le respect de l'arbitre. C'est ça le respect du jeu. Il faut respecter l'arbitre, il faut respecter son coach, il faut respecter l'adversaire et il faut respecter les règles. C'est-à-dire que quand on a sifflé la fin du match, il faut accepter le résultat. C'est ça le respect du jeu. Donc voilà, en gros, c'est tout autour de ce vocable anglais, fair play, qui veut dire jouer de manière sans distorsion, si on devait faire une traduction, jouer de manière équitable. Voilà. Donc c'est cette première valeur que la pratique du sport charrie. Alors, la deuxième valeur que la pratique du sport charrie, c'est la compétitivité, la compétition. C'est une valeur très importante. C'est-à-dire que il faut garder l'éthique compétitive. L'éthique sportive est dans l'éthique compétitive. Elle peut aussi être dans l'éthique de la gouvernance, mais pour l'instant, comme nous sommes sur l'activité sportive, elle est dans l'éthique compétitive. L'éthique compétitive veut dire quoi en matière sportive? L'éthique compétitive veut dire qu'il faut tout faire pour non seulement les sportifs et l'environnement sportif, pour faire en sorte que le résultat sportif soit un résultat éthique. Donc, il ne faut pas prendre des libertés avec le résultat sportif. Il ne faut pas que le résultat sportif soit obtenu en utilisant des raccourcis, ou en utilisant le dopage, ou en utilisant les trafics d'influence, ou en essayant de porter des tenues qui ne sont pas homologuées, ou en essayant de tricher sur un certain nombre de choses, ou de chaussures pour courir, ou alors la tenue. Pour les nageurs, nous avons souvenance qu'il y avait une tenue de natation qui favorisait un certain nombre, l'aérodynamisme dans l'eau de certains athlètes, et il a fallu des recherches, que la recherche soit à la page pour détecter qu'il y avait un problème. Il y avait aussi pour les athlètes les fameuses chaussures avec des matériaux spécifiques qui permettaient d'accélérer la vitesse de l'athlète, qui ont été abandonnés. Donc il y a un ensemble de questions autour de l'éthique compétitive. C'est-à-dire que sur le principe, il faut que nous partions
sur la Sur les même mêmes base d'égalité, outils oui. à utiliser. Mais c'est un principe qui est différent. Oui. C'est le principe de la compétitivité est plutôt pour garantir la compétitivité. L'éthique compétitive cherche plutôt à garantir le fait que les athlètes ou alors l'environnement sportif n'utilisent pas d'autres voies. Parce qu'après, il y aura l'égalité, Oui. le principe d'égalité. D'accord. Mais pour l'instant, le principe de l'éthique compétitive, dans sa théologie, empêche plutôt aux acteurs du sport d'utiliser des voies détournées pour jouer sur le résultat. Donc, la finalité, c'est que le résultat reflète une certaine éthique sportive. Oui. Voilà. Oui. Donc, reflète la compétitivité, reflète la réalité de la compétitivité. Le résultat ne doit pas être obtenu en ayant truqué sur un certain nombre de choses. Donc, on ne peut pas courir avec un athlète qui utilise les produits dopants et a des résultats que les autres n'ont pas. Oui. Donc, il y a une violation de l'éthique compétitive. D'où le combat très fort ces dernières années contre le dopage. Contre le dopage. Oui. Contre le dopage et toutes les formes de tricherie. Parce que il n'y a pas que le dopage médical. Il y a aussi le fait d'utiliser des perches qui ne sont pas homologuées, d'utiliser des tenues aérodynamiques, de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas admises. Donc, sur les activités sportives, voilà le deuxième volet. Donc, l'éthique compétitive, qui est très importante après le fair play. Maintenant, la troisième strate de ces valeurs-là, c'est effectivement que la communauté sportive à l'intérieur va assurer un minimum d'égalité entre les athlètes. Alors, c'est vraiment une valeur parce que nécessairement, les athlètes ne se forment pas dans les mêmes pays, n'ont pas les mêmes chances pour la formation, pour les entraînements et tout ça. Donc, c'est un principe. Mais le principe prend sa base sur le fait qu'à partir du moment où on est sur la ligne de départ d'un 100 mètres, nous sommes tous soumis aux mêmes forces éoliennes et à la même piste, aux mêmes équipements qui nous permettent, si on s'est entraîné, de pouvoir donner une performance sans qu'au départ, nous ayons des vices de malformation qui font en sorte que les autres soient en avance. Donc c'est ça le principe de l'éthique. Donc il revient à la communauté sportive de garantir cela pour les pays qui ne sont pas très avancés en mettant en œuvre des programmes pour permettre à leurs athlètes et à leurs encadreurs de se mettre à niveau. Voilà. Donc en gros, voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'activité sportive à l'intérieur de la communauté sportive. Oui. Maintenant, nous avons donc l'administration du sport. Oui. Alors, en ce qui concerne l'administration du sport, la valeur fondamentale ici, c'est la gouvernance sportive. La gouvernance sportive, c'est le fait que on voudrait que ceux qui administrent le sport se comportent en respectant les règles, donc la lègue sportive, en respectant l'ensemble des statuts et règlements que se donne cette communauté sportive et ne viole pas ces statuts et règlements. Donc, de l'autre côté, il y a aussi l'éthique. On demande aux gouvernants, à la gouvernance sportive, d'être éthique. Non seulement d'être bonne gouvernance sportive, mais d'être aussi éthique. C'est-à-dire que les gouvernants sportifs ne doivent pas, par exemple pour l'attribution des compétitions sportives, entrer dans des logiques de corruption, de fraude, comme on l'a vu avec le FIFA Gate et bien d'autres, Salt Lake City Gate et toutes les autres affaires, et le Qatar Gate aussi, avec toutes les autres affaires qui démontrent que la gouvernance sportive ne serait pas bonne ou alors qu'elle ne serait pas éthique. Donc voilà ce qu'on demande clairement et c'est la raison pour laquelle il y a toujours les affaires de contestation des élections dans les organisations sportives. Parce que la gouvernance sportive en général, qu'elles soient les fédérations internationales ou nationales, sont soumises à la gouvernance, à la bonne gouvernance sportive et au respect de l'éthique sportive. Donc les règles de fair play qu'il y a dans l'activité sportive se déportent aussi sur la gouvernance sportive, ceux qui managent le sport, qui doivent se comporter en respectant l'esprit sportif. Donc voilà. Il y a donc, pour finir, un rapport donc entre les gouvernants et l'activité sportive et les acteurs du sport. C'est-à-dire qu'au-delà de ceux qui gouvernent, au-delà de ceux qui pratiquent, il y a aussi les auxiliaires du sport qui doivent aussi
suivent la même logique, c'est-à-dire que être éthique dans leur comportement, que ce soit un médecin, que ce soit un kiné, il doit utiliser les produits qui sont permis pour permettre à l'athlète de donner le maximum de... Voilà en gros, donc à l'intérieur de cette communauté sportive, les valeurs que cette communauté sportive charrie. On a souvent entendu dire que euh, peut-être l'homme du commun pense qu'il faut laisser le sport aux sportifs. C'est-à-dire que ceux qui ont pratiqué un sport doivent le diriger. J'ai envie de vous demander quel est votre avis là-dessus. Parce que à la fois, si vous pratiquez un sport, vous avez non seulement les aptitudes, mais aussi les attitudes et peut-être les valeurs qu'il transmet. Peut-être que ce serait votre école d'administration pour l'administrer plus tard. Quel est votre avis là-dessus? Nous partageons le même point de vue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dénier à un ancien sportif qui a été dans les arcanes d'une discipline sportive, on ne peut pas au moins lui faire le procès d'ignorance des valeurs et d'ignorance de comment ça se passe au niveau au moins de la pratique de l'activité sportive. Peut-être on pourrait lui opposer le fait qu'il n'a pas été manager, mais effectivement, il a au moins déjà le vécu et son vécu peut lui permettre, dans certaines situations de décision, d'avoir une longueur d'avance sur ceux qui viennent peut-être d'autres sphères sans connaissance du vécu sportif. Donc, c'est indéniablement un avantage d'avoir été dans ce moule, cette communauté sportive-là et de comprendre ses modes de fonctionnement, son modus operandi. C'est un plus de pouvoir manager en ayant ce passé d'anciens sportifs. D'ailleurs, dans la majorité des organisations sportives internationales, CIO avec Sébastien Bach, Sébastien Coe et tout, et Juan Antonio Samaranch, les anciens, c'est très souvent des anciens sportifs de haut niveau qui sont en train à la gouvernance et ça se passe relativement très bien. Donc il n'y a pas d'impossibilité entre ces deux postures. On peut peut-être envisager de créer peut-être des centres de formation pour de l'administration du sport qui seraient réservés aux sportifs d'une certaine discipline pour garantir leur efficacité sur le plan de la gestion. Parce que je dis quand même que cet argument selon lequel les sportifs doivent gérer leur sport est contesté par beaucoup de gens. Peut-être qu'en mettant en place une sorte d'école d'administration, peut-être pour des sportifs en fin de parcours, on parviendrait à résoudre la question. Nous avons déjà des sportifs qui, conscients du fait que leur parcours en tant que sportif ne peut pas être suffisant pour manager, vont dans les écoles de management et de business administration pour avoir le know-how, pour venir après dans les administrations sportives essayer d'appliquer leurs connaissances en ayant ce vécu. Mais ce vécu d'anciens sportifs est un plus. Il ne faut pas le dénier. C'est un plus parce que tout sorti d'école de manager, de toute école de manager ayant tous les MBA que vous voulez, vous ne pouvez pas savoir que voilà, pour affréter un avion, on ne vous apprend pas que pour affréter un avion, pour libérer des sportifs, il faut peut-être discuter avec l'entraîneur, il faut avoir un certain type de négociation. Ça, c'est des connaissances qu'on acquiert en étant membre de la communauté. Ce ne sont pas des connaissances qui sont livresques. Là, le management, tout ne s'apprend pas dans les livres. Donc, il y a aussi des spécificités, des coutumes, des usages qui sont propres à la communauté sportive, qui est une communauté essentiellement corporatiste. Donc, il faut être membre de la corporation à un moment donné pour comprendre le mode de fonctionnement. Sinon, en venant avec tous vos diplômes d'une école de management, vous allez encore mettre du temps pour comprendre les logiques de fonctionnement de cette communauté sportive qui est essentiellement corporatiste. Docteur Claude Bekombo, nous avions annoncé que nous parlerions des valeurs internes au sport et qu'après que nous devrions parler des valeurs véhiculées par le sport. Mais le temps ne nous permet pas d'aborder la question. Je promets à nos téléspectateurs que nous allons revenir sur les valeurs véhiculées par le sport, l'influence que le sport peut avoir, l'influence positive que le sport peut avoir sur le monde entier, sur un environnement particulier, et que nous discuterons de la question très prochainement en s'excusant auprès d'eux. Et nous estimons, parce que les valeurs internes au sport nous ont pris du temps parce qu'elles étaient quand même fondamentales, il fallait que nous sachions
que des étudiants qui veulent travailler sur la question sachent par quelle piste ils peuvent aborder la question. Et nous vous remercions pour l'explication que vous avez donnée. Je vous en prie. Merci, Dr Claude Kombo. Très chers téléspectateurs, merci, à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.